BBC Matin. Firmin Badinga. Au Mali, le Conseil national de transition adopte 2 projets de loi portant amnistie des auteurs de coups d'État. Les 2 projets de loi ont été votés par 99 voix contre 2 et 2 abstentions. En Guinée, Cellou Dalein Diallo, le leader de l'opposition, s'est exprimé sur le rôle qu'il pourrait jouer dans la transition initiée et conduite par la junte après le coup d'État dont a été victime le président Alpha Condé. Moi, personnellement, je ne serai pas membre du gouvernement de transition. Je ne le souhaite pas puisque je serai un candidat. Je souhaite que la première obligation qui va incomber aux membres du gouvernement de transition, y compris le premier d'entre eux, c'est de ne pas prendre part aux élections. L'actualité sur BBC Afrique. Conakry 93.9 FM. Il est effectivement 7h à Conakry, la capitale guinéenne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de BBC Afrique. La CEDEAO inflige des sanctions individuelles aux membres du CNRD. En sommet à Accra hier, les dirigeants ouest-africains ont décidé de geler les avoirs financiers des militaires au pouvoir tout en leur réclamant un retour à l'ordre constitutionnel dans les 6 prochains mois. Selon Jean-Claude Cassibrou, il s'agit d'un message fort envoyé aux militaires en Guinée, mais aussi dans le reste de la sous-région. Nous vous proposons de l'écouter. En appliquant des sanctions spécifiques et ciblées aux membres du CNRD, nous envoyons un signal fort à tous ceux qui sont tentés d'avoir ce type d'idée, à savoir que cette chose aura un prix très élevé. Les chefs d'État ont insisté pour que la transition soit très courte. Ils sont même allés jusqu'à dire clairement que la transition ne devrait pas durer plus de 6 mois. Dans 6 mois, des élections devraient être organisées. Pendant que la CEDEAO imposait ses sanctions économiques aux membres du CNRD, les militaires au pouvoir tenaient parallèlement leur 3e journée de concertation à Conakry, la capitale. Le but de ces rencontres est de préparer le futur gouvernement de transition, un gouvernement que le colonel Mamadi Doumbouya peut lui-même diriger s'il le souhaite, selon l'opposant Cellou Dalein Diallo. Le président de l'UFDG, arrivé 2e à la présidentielle de 2020, estime d'ores et déjà qu'il ne compte pas intégrer cette équipe de transition. Écoutez les explications de Cellou Dalein Diallo, joint par Pierre-Antoine Dely. Moi, personnellement, je ne serai pas membre du gouvernement de transition. Je ne le souhaite pas puisque je serai un candidat. Je souhaite que la première obligation qui va incomber aux membres du gouvernement de transition, y compris le premier d'entre eux, c'est de ne pas prendre part aux élections. En ce qui concerne le RPG, on a une jurisprudence au Burkina et puis il y a des textes qui, parfois, lorsque les gens se sont mêlés, ont soutenu activement le 3e mandat. Le changement de constitution à l'effet de maintenir au pouvoir des présidents, on a vu où les gens étaient exclus de la compétition qui a suivi. C'était le cas au Burkina. Mais c'est à la transition d'apprécier l'opportunité d'accepter la participation des gens du RPG. Quelles seraient pour vous les meilleures modalités de cette transition? Que ce soit le colonel Doumbouya qui soit aux commandes avec un Premier ministre civil ou l'inverse? Depuis qu'il y a eu l'exception tchadienne et puis malienne, je ne pense pas que les partenaires soient fondés à dire maintenant que cette règle peut continuer à s'appliquer à certains, d'autant plus qu'elle ne s'est pas appliquée à d'autres. Donc je n'ai pas de problème à ce que le colonel Doumbouya dirige la transition. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. L'actualité se poursuit au Nigeria où des sources militaires indiquent que 16 soldats, au moins, et 2 miliciens anti-djihadistes ont été tués dans une embuscade attribuée au groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le nord-est du pays. Les détails avec Awal Adjouadetchola. L'attaque revendiquée par le groupe ISWAP a eu lieu mercredi et est l'une des plus meurtrières menées cette année par l'organisation contre les forces armées nigérianes. L'officier de l'armée a déclaré à l'AFP que 11 autres soldats ont été blessés dans cet assaut au cours duquel plusieurs véhicules militaires ont été détruits. Selon l'armée, les djihadistes ont fait exploser des bombes près de la route avant d'ouvrir le feu au moyen de lance-roquettes sur le convoi militaire qui circulait entre la capitale de l'État du Borno et la ville garnison de Monguno. Un nouveau revers pour les forces militaires nigérianes qui peinent à vaincre une insurrection islamiste ayant fait plus de 40 000 morts en 12 ans. Le groupe a d'ailleurs intensifié ses attaques contre les civils dans le pays ces dernières semaines
Beaucoup de victimes ont été enregistrées sur l'as Maïdougouri-Monguno. Les insurgés raquettent et tuent les automobilistes selon le témoignage de plusieurs riverains. Alertés, les militaires ont engagé des patrouilles quotidiennes tout le long de ce axe d'environ 135 km. La France a annoncé hier et confirmé la mort d'Adnan Abdul-Walid al-Sahraoui, le chef du groupe de l'État islamique au Grand Sahara. Le djihadiste avait pour cible principale des humanitaires français au Sahel et il a été donc neutralisé par la force française Barkhane. Paris se félicite donc d'une victoire qu'elle qualifie de majeure. Bonne nouvelle également pour Lansina Diarra, chercheur au Centre stratégique de sécurité Sahel-Sahara. Il a été joint par Souleymane Keïta Ouattara. Abou Sahar Walid Adnan, il faut comprendre simplement qu'il cherchait à implanter Daesh dans la localité, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Et je crois que dans ce projet, il avait quand même pris une longueur d'avance. Quand vous remarquez très bien, courant 2000, on ne parlait que de l'État islamique parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'il avait réussi à submerger le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et il avait commencé à recruter suffisamment de personnes. Sa stratégie de recrutement, elle était totalement séduisante parce qu'en fait, il s'appuyait sur deux individus clairs. Un individu capable de lui donner des combattants, c'est-à-dire des ressources humaines, et l'autre capable de lui assurer des revenus financiers. Il avait quand même réussi à faire un bon maillage dans cette partie. Et au-delà de cela, c'est qu'il avait compris la stratégie de bataille de cœur, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette population, dans cette zone, dans cette localité, puisse accepter ne serait-ce que peut-être le postulat de la violence terroriste. Donc, aujourd'hui, neutraliser ces pontes du djihadisme sahélien ou ouest-africain, ça permet de gagner en confiance et c'est quelque chose de très, très important pour l'Afrique de l'Ouest et pour la suite. Au Mali, le Conseil national de transition qui tient lieu de Parlement a adopté hier jeudi le projet de loi portant amnistie des auteurs des coups d'État, notamment des deux derniers. La décision fait grand bruit dans les rues de Bamako, la capitale malienne. Sekwin Maoulé Djunupo nous rapporte les faits. Selon un communiqué du ministère malien de la Justice, deux projets de loi d'amnistie pour les coups d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis de mai 2021 contre le président de la transition Bando ont été adoptés hier jeudi. Ces projets de loi ont été votés par le Conseil national de transition, CNT, qui tient lieu de Parlement par 99 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. Désormais, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre les auteurs des infractions, a expliqué Souleymane D, le président de la commission des lois du CNT. Selon les analystes, ces deux projets de loi mettront à l'abri de poursuites judiciaires le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta et ses camarades qui ont déposé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Deux personnes emprisonnées pour avoir trafiqué des carnets de vaccination Covid-19. L'histoire se passe au Bénin. Et en réaction, le ministre de la Santé a annoncé une opération visant à mettre hors d'état de nuire d'autres présumés trafiquants. Les détails nous sont rapportés par Rachida Oussou. 3 personnes arrêtées cette semaine pour trafic de carnets de vaccination anti-Covid. Selon des sources proches du dossier, c'est un fonctionnaire qui a tenté d'acheter le document auprès d'un agent de santé. La 3e personne impliquée est un intermédiaire. Tous les 3 sont placés en détention provisoire à la prison civile de Porto Novo depuis mardi. Les explications du ministre de la Santé ce jeudi au cours d'un point de presse. Benjamin Rompati. En dépit des nombreux efforts pour faciliter l'accès à la vaccination totalement gratuite, des compatriotes ont fait le choix de se livrer à un trafic de carnets de vaccination. Ils le font en parfaite intelligence avec certains agents de santé. Ces agents, par divers subterfuges, abusent la population en se présentant comme solution pour l'obtention du pass vaccinal contre paiement de fortes sommes d'argent sans l'effectivité de la vaccination. Des opérations sont en cours pour démanteler et mettre hors d'état de nuire ces criminels. En dehors des peines de prison encourues, l'agent de santé risque aussi des sanctions disciplinaires, dont le licenciement ou même la radiation, précise le ministre de la Santé. Au Bénin, le pass vaccinal est imposé dans plusieurs sociétés et est obligatoire pour les travailleurs du secteur de la santé depuis environ 2 semaines. Rachida Oussou, BBC Afrique, Cotonou.
Merci à vous, Rachida Oussou, pour toutes ces informations. Ce journal n'est pas encore arrivé à son terme. Juste après la transition, nous allons parler de l'actualité sportive. Sport. Le sport, c'est avec Yoro Mangara. Merci et bienvenue. On part tout d'abord de football avec la Ligue africaine des champions. Tour préliminaire. Les matchs retour démarrent aujourd'hui. On aura à 13h temps universel Diplomats Football Club contre Jaoneng Galaxy Football Club. À l'aller, c'est les visiteurs de Jaoneng qui avaient remporté la manche par 2-0. Toujours à 13h, le messager de Ngozi accueille l'Union sportive de la gendarmerie, un club du Niger. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, 1 but partout. Voici Zakaria Yaou, le coach de l'USGN. Il nous parle de la manche aller et se projette déjà sur le match retour. On s'est créé énormément d'occasions. On a pu marquer un but pendant qu'on dominait réellement le match. On a eu des situations qu'on pouvait tuer le match, faire le break. Malheureusement, on ne l'a pas fait. En deuxième mi-temps, on a remarqué, faute de compétition, les gens ont baissé de régime. Mais avec tout cela, on a continué quand même à jouer. On s'est procuré des occasions, mais sur une erreur vraiment fatale. Et il marque le but égalisateur. Bon, c'est 1-1, c'est à l'aller. Maintenant, nous allons jouer heureusement sur terrain neutre, même si c'est eux qui reçoivent. On fera tout, n'est-ce pas, pour faire un bon résultat et ramener la qualification. Quand bien même c'est difficile. Le flottement est venu à l'issue des changements. Est-ce que vous ne regrettez pas ce changement? Bon, c'est vrai, le changement, c'est vrai. On a fait du poste pour poste. Les gens qu'on avait changés étaient fatigués, ils ont pris beaucoup de coups. Et malheureusement, les remplaçants n'ont pas pu répondre. C'est dommage, mais sinon, c'était du poste qu'on a fait, pensant qu'ils allaient effectivement apporter cette fraîcheur. Mais très malheureusement, on a constaté qu'ils étaient rentrés un peu vraiment stressés. Donc, ils n'ont pas pu vraiment rentrer dans le match comme on l'avait souhaité. On sait que partir remise, ils ont pu marquer un but à l'extérieur. Nous aussi, on est capable d'aller marquer un but à l'extérieur et revenir avec cette qualification, Inch'Allah. À 16h temps universel, le stade de Malien fera face à Sonabel. À l'aller, les Maliens avaient remporté la manche par 1-0. Voici donc les rencontres d'aujourd'hui, suite demain samedi. Un tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, San Pedro fera face à Asfa Yenega et des équipes avaient fait match nul 0-0 à l'aller. Tchakouma fera face à Futuro. À l'aller, 2-1 pour Futuro. Il faut donc défendre cette victoire de l'aller du côté de Futuro. Et puis à 14h temps universel, Al-Ahli Mero accueille Atlabara Football Club. À l'aller, Al-Ahli avait remporté la manche par 2-0. Il s'agit ici de Al-Ahli Mero. On passe au foot européen avec la première journée de la Ligue Europa. Dans le groupe A, Lyon est allé chercher une victoire sur la pelouse des Glasgow Rangers par 2-0. Avec un but du Camerounais Karl Toko et Kambi. Dans ce même groupe, Bondy et le Sparta Prague ont fait match nul 0-0. L'AS Monaco dans le groupe B a battu Sturm Graz par 1-0, but de l'international sénégalais Crépin Diatta. Le PSV Eindhoven et la Real Sociedad ont fait match nul 2-2. Dans le groupe C, Leicester qui accueillait Naples a fait match nul. Les deux équipes se sont quittées en de bons amis, 2 buts partout, doublé du côté du Napoli de l'international nigérien Victor Osimhen. L'Eintracht de Francfort dans le groupe D a fait match nul 1-1 face à Fenerbahçe. L'Olympiakos Le Pirée a battu Royal Antwerp, un club belge, par 2-1. Le Lokomotiv Moscou partage les points avec l'Olympique de Marseille. C'est Marseille qui menait par 1-0 avant de s'écrouler dans la dernière minute de jeu. Un nul rageant pour Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, que nous écoutons. Clairement, c'est une énorme déception déjà parce qu'on maîtrise le match de la première jusqu'à la 86, 87. On se prend un but con. On n'a pas su gérer la seule occasion qu'ils ont eu pratiquement en deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à marquer le deuxième but. On s'est fait punir. Donc c'est le football. On va apprendre de ça. Mais en tout cas, c'est une énorme déception parce qu'on n'a pas le droit de faire le résultat qu'on a fait ce soir. Dans ce même groupe, Galatasaray a battu la Lazio de Rome par 1-0. La Lazio a encaissé un but gac. On passe au groupe F avec Midland qui faisait face à Ludogorets 1-1 et puis l'Étoile Rouge de Belgrade qui bat Braga par 2-1. Le Bayer Leverkusen a battu Ferencváros par 2-1. Dans le groupe G, le FC Séville qui bat difficilement le Celtic Glasgow par 4-3. Dans le groupe H, le Dynamo Zagreb s'incline à domicile. C'était face au Hammers West Ham qui remporte la manche par 2-0. Et puis le Rapid de Vienne qui perd à domicile face au Racing Genk par 1-0. Dans l'autre compétition européenne, la Conference League,
Tottenham est allé chercher un match nul sur la pelouse du stade rennais. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 buts partout.